Bonsoir mesdames, messieurs, mon nom est Gilles Frano, j'ai le grand privilège de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire de ce soir, ainsi que mes collègues Fabrizio Panarotto, Grégory Adrians et Cédric Jomeau, qui vont tous dans leur domaine respectif nous parler de comment lutter contre cette inflation que nous voyons monter de façon assez préoccupante depuis quelques mois. L'inflation, quelle solution pour lutter contre elle? C'est quelque chose qui doit être pris en compte dans la manière d'organiser votre patrimoine, dans la manière de planifier l'évolution de celui-ci. Et donc, nous allons vous montrer aujourd'hui que ça peut être vu comme un handicap, mais ça peut être vu certainement comme des opportunités à partir du moment où on respecte les règles à appliquer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me permettre de vous repréciser un peu qui est Willing, pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore tout à fait. Je n'ai pas la petite zapette, par contre, pour passer... Voilà, elle va arriver. Donc, Willing est un groupe de courtiers qui existe depuis 2014, qui a été le résultat d'une fusion entre trois groupes qui existaient depuis bien plus longtemps. Et nous avons comme vocation de personnaliser nos conseils dans le domaine des assurances, tout type d'assurance, les crédits, l'épargne, les placements financiers et également l'immobilier à titre d'investissement. Alors, vous allez voir quand le slide déroulera, une petite carte du pays qui vous montrera que nous sommes présents de Bruges à Arlon, avec une présence plus importante dans le centre du pays, on va dire, et dans le Brabant wallon. Et nous sommes à peu près 400 collaborateurs qui sont là pour servir un peu plus de 100 000 clients, puisque nous avons atteint une taille très respectable qui fait de nous un des premiers courtiers du pays. Alors, merci Fabrizio. Nous nous positionnons comme un one-stop financial house, comme on dirait en anglais. Ça veut dire que chaque agence, chaque bureau possède dans les compétences de ses collaborateurs les solutions et les spécialistes pour vous aider dans tous les métiers que je vous ai épelés il y a quelques secondes. Ceci permet, comme je l'ai dit, en assurance et pension de vous proposer des solutions en toute indépendance, en placement et en solutions bancaires. C'est un peu l'actualité du jour, forcément. En immobilier, principalement d'investissement. Et vous allez voir que le crédit est aussi une clé, une solution importante pour ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Si on regarde de manière un petit peu plus détaillée sur On, ça ira mieux, voilà, on y est. Les thèmes d'aujourd'hui. Je vais commencer par vous expliquer quelques notions d'économie simples. Le but est évidemment pas rentrer trop dans la technique pour recadrer un petit peu où nous en sommes et surtout partir de la réalité de la situation économique et financière d'aujourd'hui. Bien sûr, la géopolitique intervient aussi beaucoup. La crise ukrainienne et les drames que nous voyons tous les jours, malheureusement, sont terribles. Ils vont probablement avoir une influence sur les principes dont nous parlons là, mais n'oublions jamais que les marchés ont déjà relativement anticipé pas mal de choses, même s'il est de bon ton de rester évidemment prudent. L'inflation, vous verrez que c'est un intérêt négatif qui nous appauvrit tous. Donc, avons-nous envie de nous appauvrir? Bien sûr que non. Nous verrons les solutions pour lutter contre elle, les règles à respecter et comment Willing peut vous aider à faire la différence. Puisque dans nos compétences respectives, mes collègues et moi allons nous renvoyer la balle pour vous éclairer ce soir par rapport à la meilleure façon de gérer vos actifs, votre épargne, vos placements, mais également vos passifs. Pourquoi? Parce que le crédit est une arme extrêmement pertinente en matière d'inflation élevée, comme nous la connaissons aujourd'hui, comme Cédric vous l'expliquera tout à l'heure. Alors, si on prend quelques notions de base, comme je vous l'expliquais, l'inflation aujourd'hui ne rime plus, enfin, elle doit rimer, pardon, avec pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que l'inflation, c'est la perte de valeur de votre épargne, de votre argent. Et ce qui nous importe, ce n'est pas la valeur nominale d'un placement, mais c'est le pouvoir d'achat qu'il vous procure. Et vous allez voir que quand on est dans des taux d'inflation qui sont tels que ceux que nous vivons aujourd'hui, les conséquences sont évidemment importantes et doivent être prises en considération. Nous sommes dans un monde assez paradoxal puisque nous allons voir que le carnet d'épargne reste encore en Belgique un support d'épargne que le Belge adore. Pourquoi? Il pense peut-être indûment qu'il est plus sûr parce que plus liquide, plus disponible et il génère une petite garantie de 100 000 € que l'État belge nous a promis d'honorer en cas de problème. Encore faut-il qu'il en ait les moyens, mais bref, carnet d'épargne ne rime plus avec taux réel positif. Ça veut dire que le taux réel, comme on va le voir, c'est quoi?
c'est le rendement de vos actifs moins l'inflation. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un taux réel positif si on ne respecte pas certaines règles que nous allons vous expliquer. Et puis, vous verrez que si on veut utiliser les théories financières et les théories économiques, il faut faire rimer le rapport rendement-risque qui correspond à tout placement que vous pouvez faire avec un certain horizon d'investissement et avec une volatilité, c'est-à-dire la manière dont vos actifs vont monter, descendre et la moyenne que cela va peut-être représenter sur une longue période. La clé, elle va se trouver un petit peu dans ces différents termes et nous allons regarder, zoomer un petit peu plus comment on peut les résumer. La situation actuelle, eh bien, la gauche, la droite, vous regardez à gauche, nous avons deux records à vous expliquer ici. Un, l'inflation en Belgique au mois de février a passé les 8%. 8,04, c'est le plus haut depuis 1983. Ça fait presque 40 ans que nous n'avons plus connu une telle inflation. À l'époque, celles et ceux d'entre vous qui s'en souviennent, les taux d'intérêt n'avaient rien à voir aujourd'hui. Donc ça faisait beaucoup moins mal qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les taux d'intérêt ils sont quasi nuls. Avec une inflation telle que celle qu'on a là, on va voir les conséquences qui sont évidemment très dommageables. Si vous regardez à droite de l'écran, eh bien, vous voyez que, comme je le disais, le carnet d'épargne n'a jamais eu autant de succès. Nous avons passé au mois de décembre le seuil des 300 milliards d'euros qui sont parqués sur des carnets d'épargne. J'ai presque envie de dire des carnets de désépargne, puisque l'intérêt réel, le taux réel de ces carnets est largement inférieur. Si on fait ce simple calcul 0,11 moins 8%, nous sommes à moins 8 de taux réel sur les carnets d'épargne. Ce qui vous fait perdre du pouvoir d'achat à une vitesse phénoménale. Comment y remédier? Nous allons en discuter. Alors, si on doit projeter ces chiffres dans le temps, on ne va évidemment pas partir avec une inflation de 8%, parce qu'elle ne restera pas à des taux aussi élevés que ceux-là. Mais n'empêche que si vous regardez le tableau en face de vous, vous voyez, si vous avez par exemple 100 000 euros sur un carnet d'épargne, si vous avez moins, plus, vous faites une règle de 3, c'est proportionnel. L'impact du temps et de l'inflation sur un capital qui ne donne pas de rendement ou très peu, va être extrêmement important en termes de diminution de pouvoir d'achat. Regardez la colonne de droite à 4% d'inflation, donc on est quand même à beaucoup moins que ce que nous avons pour le moment, on en reparlera dans 2 minutes. 100 000 euros aujourd'hui, dans 15 ans, ne vous procure plus qu'un pouvoir d'achat de 55 000 euros. Vous aurez perdu 45% de pouvoir d'achat en l'espace de 15 ans. C'est énorme. Et cela sous-entend que l'on prenne des dispositions pour éviter de subir cette perte de pouvoir d'achat, comme mes collègues vous l'expliqueront plus précisément également. Si on est plutôt vers 2%, qui est ce qu'on connaissait historiquement, vous voyez que même à 2% d'inflation, on a perdu 25% de pouvoir d'achat après 15 ans. Et j'en passe et des meilleurs, si on rallonge la durée, c'est encore évidemment pire. Si on planifie ça sur une ligne du temps, en fonction du fait de dire comment faire de l'épargne, comment en vivre pendant une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines d'années, Fabrizio vous expliquera tout à l'heure et vous montrera les impacts que ça peut représenter. Vous ne pouvez pas ignorer ces chiffres. Alors, l'inflation, comment va-t-elle évoluer? Si nous écoutons aujourd'hui les économistes et les banques centrales qui ont des stratégies qu'elles veillent à respecter, on nous dit qu'aujourd'hui, elle est évidemment, mais heureusement temporellement, très élevée. On est à 7-8%, 8% en Belgique, un petit peu moins au niveau de l'Europe, de manière plus globale. D'où vient-elle? Eh bien, elle est essentiellement en Belgique importée des prix des matières premières, des prix des énergies, puisque ce n'est pas nous qui fixons ces prix. Et donc, cela vient évidemment du fait que la demande est supérieure à l'offre. Souvenez-vous, à la sortie de la crise du Covid, les économies ont repris, les industries se sont réveillées, ont commencé à reproduire, ont eu besoin de beaucoup de matières premières, d'énergie, mais de nouveau, cette demande importante, parce que l'économie marchait bien et repartait bien, n'était pas suivie par l'offre. Beaucoup de goulets d'étranglement étaient visibles dans les circuits de production, au niveau de l'énergie, au niveau des matières premières. Vous avez commandé une voiture il y a quelques mois, on va peut-être vous la livrer sans telle option, sans tel prix USB, parce que le constructeur n'avait pas la pièce ou le semi-conducteur nécessaire pour vous mettre cette petite prise USB. Elle arrivera, mais d'ici quelques semaines ou quelques mois, quand le constructeur aura été livré. L'énergie, c'est encore pire. Vous voyez le prix du gaz, il avait doublé en une semaine la semaine dernière quand j'ai rédigé ce slide. On vient encore de passer un cap bien plus important, 300 € le mégawatt pour le gaz, c'est énorme. Pétrole idem,
Pétrole, nos amis américains qui n'ont pas besoin du pétrole russe nous disent bah, c'est pas compliqué, il suffit de fermer le robinet du pétrole russe. C'est facile à dire quand on n'en importe que 3% pour ses besoins domestiques, c'est le cas des Américains. En Europe, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Bref, la crise ukrainienne va avoir aussi un effet, espérons-le, le plus temporaire possible, mais n'empêche que les prix de l'énergie sont évidemment hautement préoccupants. Mais tout ceci aura une fin. Et le jour où cette fin arrivera, les économistes nous prédisent, peut-être fin 2022, 2023, début 2023, que l'inflation diminue, mais pas au niveau de ce que nous avions comme taux d'inflation avant la crise ukrainienne. Il est plus probable que nous restions à des seuils qui vont rester autour de 3-4% d'inflation. Ce qui est de toute façon plus important que quoi? Que les fameux taux d'intérêt auxquels nous pouvons faire bénéficier nos placements. Alors, les taux d'intérêt, eux, qu'en est-il? Eh bien, il est normalement repris dans la théorie économique que si une inflation augmente, les taux doivent normalement monter également. C'est ce que les banques centrales, tant américaines qu'européennes, sont censées faire. La Banque centrale américaine a déjà commencé à le faire. La Banque centrale européenne a dit qu'elle allait y veiller. Donc, ça veut dire qu'on va probablement passer par une légère augmentation des taux, mais qui ne sera probablement pas durable. Pourquoi? Parce que certains ne peuvent pas s'accommoder de taux plus hauts, comme par exemple les États. Prenons la Belgique, que nous connaissons évidemment bien. Si vous prenez la dette fédérale, je parle ici de l'État fédéral belge, nous sommes à un peu plus de 450 milliards d'euros. Si vous rajoutez les régions, on va monter à 570 milliards, mais c'est plus compliqué. Prenons rien qu'au niveau du budget fédéral. Un taux d'intérêt de marché qui monte d'1% signifie un besoin budgétaire de 4,5 milliards de plus pour notre ministre du budget. C'est infinançable pour le moment. Vous savez que le gouvernement va plutôt vers des baisses d'impôts plutôt que des hausses d'impôts. Donc, c'est absolument infaisable et en tout cas intenable à long terme. Donc, et les politiques et les États et les banques centrales l'ont dit, elles feront ce qu'il faut pour garder les taux le plus bas possible. Ce qui veut dire que cette situation paradoxale, nous allons la conserver et elle va nous imposer de prendre des dispositions pour sortir de cet ancien monde des taux garantis que nous avons connus pendant très longtemps en Belgique. On parlait de carnet d'épargne, on parlait de compte à terme, on parlait de bons de caisse. La petite vieille ou le petit vieux, comme on l'appelait, était un féru de ce type de placement. Ça n'existe quasiment plus de nos jours. Et si vous continuez à vous satisfaire de ça, eh bien, vous allez subir cette perte de pouvoir d'achat que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous devez prendre attitude et nous devons vous aider et vous conseiller dans ce sens. Ce qui veut dire que ce paradoxe va continuer. Et donc, si nous ne prenons pas les bonnes dispositions pour lutter contre cette inflation, nous allons être les dindons de la farce. Alors, un carnet d'épargne, c'est ce que vous voyez à gauche sur le petit schéma, le petit graphique qui est à votre écran, qui rapporte quasiment rien, ou le monde du taux garanti. La branche 21, par exemple, en assurance, Fabrizio va nous en parler, vous retirez le taux réel, pardon, le taux d'inflation et vous arrivez à un taux réel qui est largement négatif. Ce sont des solutions de désépargne. Ce sont des solutions actuellement d'appauvrissement, qui est certain, puisque vous savez que ce taux de rendement ne va pas augmenter. Par contre, l'inflation, elle, va quand même rester plus élevée que ce taux. Si vous voulez lutter contre ça, eh bien, vous devez vous déplacer vers la droite. Ça veut dire prendre un peu plus de risques, augmenter le profil de risque de vos investissements et de votre épargne, pour autant que vous y mettiez certaines sécurités. On ne parlera plus de garantie, mais votre horizon d'investissement, la durée de vos placements va évidemment être une partie prépondérante de l'équation. Si vous y laissez vos placements un temps suffisant, vous allez écrêter cette volatilité et ces risques de perte en ayant des moyennes de rendement qui pourront à ce moment-là, on est au milieu, équivaloir à l'inflation. Un taux réel positif, ou voire même à zéro, c'est quand même déjà beaucoup mieux que ce qu'on connaît plus à gauche, voire même éventuellement pouvoir battre cette inflation et avoir dans ce cas de figure une épargne et des investissements qui seront productifs et qui vont augmenter non seulement votre patrimoine, mais votre pouvoir d'achat également. La solution se situe probablement vers ceci. Je vais m'arrêter ici pour mon exposé. Je vais passer la main à Fabrizio Panarotto qui va vous donner d'autres exemples. Mais nous allons nous renvoyer la balle entre experts pour essayer de vous emmener pendant cet exposé qui va durer une petite heure vers la solution et les meilleures manières de gérer votre patrimoine dans les circonstances actuelles. Fabrizio,
c'est à toi. Merci Gilles. The floor is yours, comme dit toujours Grégory. Voilà. Alors, nous pensons en tout cas que pour aborder les choses au niveau des solutions de façon optimale, il est important de pouvoir faire d'abord un bilan de votre situation patrimoniale, on va dire, de bien comprendre quels sont vos actifs, vos avoirs, quelles sont vos dettes, quels sont vos revenus, vos dépenses, pour qu'ensemble et de façon judicieuse, on puisse déterminer vos objectifs et votre horizon de temps qui découle de ces objectifs. Comme l'a dit Gilles, cet aspect horizon de temps et diversification est fondamental. Et par exemple, si vous avez un besoin d'épargne à court terme pour acheter un logement dans les peut-être 2 ans ou 3 ans, on aura une toute autre approche que celle à plus long terme, comme c'est illustré dans le graphique, de vraiment penser à la retraite si c'est pour vous dans 20 ou 25 ans. Et là, on devra évidemment adopter des stratégies différentes. Avec le moyen terme, peut-être une épargne pour vos enfants sur peut-être un horizon de 10 ans, ou des projets autres, une rénovation dans votre habitation. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Bien faire la situation via un audit patrimonial, la situation actuelle, et déterminer vos objectifs et les horizons de temps qui y sont liés. Parce que bien entendu, plus le temps sera long, par exemple pour la retraite, plus on pourra se permettre, comme le disait Gilles, d'investir à long terme et éventuellement d'aller vers des actifs un peu plus risqués que, je dirais, ce que émotionnellement on ressent. Et on peut d'autant plus le faire que on a abordé, c'était mon cas cet après-midi avec des clients, l'aspect court terme aussi, avec voilà, des exemples, ici c'était le cas, de travaux prévus l'année prochaine dans leur habitation, qui nécessitent de garder du cash à court terme pour ces travaux. Bien sûr, on ne va pas les placer pour 6 ou 9 mois, donc il faut accepter un petit peu cette perte de valeur de l'argent. Sur le long terme, on va pouvoir être plus dynamique. J'ai coutume de dire que même quand on est autour des 60-65 ans, il ne faut pas négliger l'aspect horizon de temps. J'y reviendrai avec un slide tout à l'heure, parce que la moyenne d'espérance de vie, de façon moyenne bien sûr, pour quelqu'un de 65 ans, c'est environ 25 ans. Et donc, sur une période de retraite où, comme ces personnes, vous n'avez plus de revenus professionnels, vous devez vraiment vous dire, avec le patrimoine que j'ai constitué, je dois pouvoir m'assurer mon train de vie le plus longtemps possible, il faut intégrer cette notion de temps de 25 ans qui est vraiment quand même, c'est un quart de siècle, c'est très très long. Fabrizio, oui, j'ai oublié de dire à nos invités que si vous avez des questions, vous avez un petit onglet en haut à droite de votre écran qui vous permet de chatter, de laisser des questions. Samantha, notre chère grande prêtresse de cette soirée-ci, va nous les synthétiser pour que nous y répondions à la fin de l'exposé, évidemment. Donc désolé de ne pas vous l'avoir dit tout de suite, mais n'hésitez pas à envoyer quelques questions, bien sûr. Merci. Voilà. Merci. Pardon, Fabrizio. Je reviens aussi sur l'aspect horizon de temps et sur les outils à utiliser au niveau de l'épargne. Bon, il y a peut-être parmi vous des dirigeants d'entreprise, des indépendants. Il y a quand même tout cet aspect de fiscalité qui doit être pris en compte. Et si je pense à l'épargne pour les enfants, on va en général travailler avec une simple épargne sur le moyen long terme, j'y reviendrai, mais sur les outils fiscaux, donc la CPTI, la PLCI, pour parler un peu jargon, mais les pensions libres complémentaires pour indépendants, pour ceux qui sont en société, l'engagement individuel de pension, sont des outils à utiliser au maximum des règles fiscales afin de vous constituer une réserve pour l'avenir, en l'occurrence ici pour la retraite. Et sur le plan technique, je pense qu'il est important de mettre en lumière le fait que par le passé, quand on avait une situation de taux élevé et de taux réel positif, bien sûr, on travaillait avec des produits à capital garanti et taux garanti, qu'on appelle dans le jargon la branche 21. Aujourd'hui, si vous êtes avec un horizon de temps suffisamment long, je dirais au moins 10 ans ou plus évidemment, il est quand même, de notre point de vue, opportun de penser à modifier votre stratégie d'investissement et intégrer les investissements en branche 23, comme on l'appelle dans le jargon, donc via l'investissement dans des fonds, et les gammes offertes par les compagnies sont très larges et variées pour répondre au profil de chacun. C'est d'autant plus vrai qu'en général, dans ce type d'outils, on va rentrer de façon mensuelle ou trimestriel, mais personnellement, je conseille le mensuel. Et donc, rentrer petit à petit dans ces valeurs de fonds d'investissement qu'on conseille les plus diversifiées possibles. Et vous allez comme ça lisser petit à petit votre prix d'achat moyen. Et comme le disait Gilles, sur le long terme, normalement, capter le supplément de rendement, ce qu'on appelle la prime de risque dans le jargon, sur 10, 15 ou 20 ans. C'est un vrai outil de protection à utiliser absolument. Donc là, tu parles, je
pense, plus des primes futures, puisque tout ce qui a probablement été épargné dans le passé bénéficie éventuellement encore de taux d'intérêt du passé plus élevés. L'idée n'est pas nécessairement de toucher à cela, évidemment. Tout à fait. Quoique tout dépend de nouveau de l'horizon d'investissement, mais en tout cas, certainement pour les primes futures. Certainement pour les primes futures, effectivement, ceux qui ont des réserves constituées, soit sous un régime salarié, soit sous un régime indépendant, ont peut-être des taux garantis encore de 2%, 2,5%, voire peut-être plus, 3,75 pour les salariés. On les laisse gentiment, bien sûr, capitaliser à ce taux-là, mais on y reviendra avec Cédric. Ces réserves constituées, cette épargne peut aussi être utilisée dans le cadre de projets immobiliers de rapport. Et ça m'amène au slide suivant, qui, voilà, si ça passe, qui nous amène à, une fois que le bilan patrimonial a été établi, que les objectifs ont été fixés, qu'on a réfléchi à cette stratégie d'épargne plus ou moins risquée suivant le profil de chacun et le temps que l'on a, on va être amené aussi au niveau patrimonial à réfléchir sur la structure globale du patrimoine. Est-ce qu'aujourd'hui, les clients ont de l'immobilier de rapport ? Si la réponse est non, c'est quand même un point de réflexion. Si oui, dans quel pourcentage? Et on le voit sur le moyen long terme, avoir une bonne diversification dans le patrimoine entre les valeurs financières au sens large, Grégory les détaillera tout à l'heure, l'immobilier de rapport et puis peut-être d'autres actifs, de l'or, des œuvres d'art, des voitures de collection, que sais-je. La stratégie de la diversification, comme toujours, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est quand même vraiment conseillé. Et de manière très opportune, peut-être avoir recours même à l'endettement et au passif, comme va nous l'expliquer Cédric tout à l'heure, puisque là, on va utiliser la conjoncture. Voilà, parce qu'aujourd'hui, une fois qu'on a déterminé, je dirais, ce pourcentage souhaité, je prendrai un exemple tout à l'heure avec 50-50 comme capital objectif, par exemple à 60 ou 65 ans, si on veut une répartition équilibrée du patrimoine, on va déterminer un certain montant à investir en immobilier. Mais on peut, je dirais, faire jouer les taux en notre faveur. Voilà, les taux sont très bas, mais ça veut dire que pour l'emprunt à but immobilier, les taux sont très bas aussi. Et que donc, historiquement, je crois depuis même 30 ans, on n'a jamais connu de taux aussi bas. Et c'est un outil de levier à utiliser avec une base de fonds propres, évidemment, peut-être des réserves d'assurance groupe ou de EIP, pouvoir faire un effet de levier et en complément avec du crédit, acquérir un immobilier de rapport qui va sur le plan intrinsèque, vous protéger contre l'inflation, puisque d'une part, en général, les contrats de bail qu'on va conclure avec le locataire prévoient la clause d'indexation du loyer. C'est quand même un point important quand on a des taux d'inflation comme on voit aujourd'hui, 6, 7, 8%. Et d'autre part, au niveau de la valeur de l'actif immobilier, la valeur intrinsèque, globalement, l'immobilier, c'est le terrain, la main-d'œuvre et des matériaux. Les matériaux suivent, la main-d'œuvre suit, donc vous avez mécaniquement cet effet de rattrapage. Voilà. Et donc, l'immobilier dans le patrimoine, de notre point de vue, pour se protéger contre l'inflation, c'est fondamental. À voir en fonction de chaque situation pour quel pourcentage. Voilà, peut-être 60-40, 50-50, ça c'est un point à discuter. Mais d'un autre côté, l'immobilier est immeuble. Donc, il faut veiller à avoir quand même une diversification avec des actifs financiers pour pouvoir garder de la flexibilité. N'oublions pas aussi que c'est des fiscalités très différentes entre l'immobilier et les valeurs mobilières, les portefeuilles titres ou portefeuilles d'assurance, dont Grégory nous parlera tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la fiscalité à ce stade-ci pour l'immobilier, mais c'est quand même très différent, d'où l'intérêt de diversifier. Pour prendre un exemple, avancer un petit peu concrètement, vraiment, je suis sur le moyen long terme ici. Imaginons quelqu'un qui a 55 ans, qui a un train de vie d'environ 5 000 €. Il a déjà un petit actif immobilier qu'il a mis en location pour un loyer de 700 € et sa pension estimée, donc on peut la consulter sur le site de MyPension, ceux qui ne l'ont pas fait, je les invite à le faire, est de 1 125 € net. Eh bien, s'il veut un niveau de vie de 5 000 € comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a un gap de 3 175, avec une inflation à 2%, donc je le projette à 10 ans, ça devient un montant mensuel de 3 870 €. Donc, ça, c'est le premier point. Mais si je prends le slide suivant, avec une inflation à 6%, on est à 5 686 €. Vous voyez la différence. Et si je reviens et que, par exemple, les clients se disent, au fond, je voudrais avoir la moitié de ce revenu complémentaire qui vient de loyer, de mon immobilier à gauche, 1 935 €, et l'autre moitié de placement financier,
portefeuille d'assurance compte titre, 1 935 €. Et on a directement derrière ça des valeurs, des capitaux autour des 770 000 environ, suivant les hypothèses qu'on prend. Et puis, on est donc amené à se dire, mais comment je fais pour y arriver? Et là, on va pouvoir rentrer plus en détail, et Cédric l'illustrera. Voilà, l'immobilier, j'ai peut-être des réserves d'assurance groupe, je peux faire un financement et construire avec vous un plan financier. Et d'un autre côté, au niveau des valeurs mobilières, réfléchir sur les capacités d'utiliser des voies fiscales, la PLCI, l'EIP, ces possibilités-là, mais aussi l'épargne, comme on l'appelle non fiscale, l'épargne simple, mais faire travailler le temps pour vous. Distribution de dividendes pour les dirigeants d'entreprises indépendants. Exactement. Les liquidations, etc. Voilà, absolument. Peuvent être utilisés comme vecteur d'épargne ici. Tout à fait. Ceux qui sont en société, voilà, on ne va pas rentrer trop dans les détails de société, mais enfin, le taux d'impôt des sociétés raisonnable, on va dire, surtout pour les PME. On peut sortir dans certaines conditions des dividendes à taux réduit, et ça, c'est un élément à utiliser pour rentrer dans une épargne moyen-long terme afin d'atteindre les objectifs. L'objectif qui pourrait être, voilà, je souhaite un revenu de 1 000 € par mois dans 10, 15, 20 ans. Ici, l'exemple, c'est 20 ans. Quel capital me faut-il? Si je prends l'hypothèse d'un rendement de 4% futur, eh bien, il faut constituer un capital de 370 000. Si le rendement attendu net est de 2,5, il faut un capital de 590 000, c'est dans le bas à gauche, donc pratiquement 600 000 €. Ça donne quand même les ordres de grandeur de l'épargne qu'il faut constituer par les voies fiscales ou par l'épargne simple, non fiscalisée. Et le temps doit jouer pour vous. On le voit ici dans le petit tableau. Voilà, si vous avez un rendement à du 5% en moyenne, il vous faudra 15 ans pour doubler votre capital. S'il n'est que de 1%, il vous en faut 69 ans, impossible. Donc, l'horizon de temps, l'épargne régulière, fiscale ou non fiscale, sont les outils à utiliser, outre l'immobilier, bien sûr, sur lequel on reviendra, pour pouvoir constituer votre épargne. Et pour terminer, je vais prendre l'exemple ici, si on a un horizon de 30 ans, voilà, on a 35, 36 ans, et qu'on estime un rendement peut-être en moyenne de 4 ou 6%, eh bien, pour arriver à nos 100 000 € à constituer, il faudra 100 € si c'est du 6% ou 144 €, ce qui est une épargne, je dirais, voilà, qui me paraît possible, raisonnable, mais on fait travailler le temps pour soi. Avec le long terme, on arrive à ces objectifs en diversifiant. L'effet magique de la capitalisation et de l'intérêt composé. Voilà, et du temps, l'effet du temps. Donc voilà, ça c'est le tableau général, je dirais, des réflexions sur la structuration du patrimoine, les objectifs qui vont découler sur des plans concrets d'un point de vue immobilier de rapport, Cédric en parlera, mais aussi d'un point de vue du patrimoine financier à constituer avec ou sans les aspects fiscaux qu'on a évoqués. Et ce point-là, c'est plus l'aspect en tout cas vraiment financier. Grégory qui va vous le détailler. Merci beaucoup Fabrizio. Alors pour répondre au thème de la soirée sur l'inflation, sur le plan investissement-placement, le graphique ici est très intéressant, surtout sur l'attitude et sur le psychologique qu'a l'investisseur. On peut voir qu'en phase haussière, appelée est représentée par l'ours attitude bearish par rapport à une attitude plutôt bullish en période baissière. C'est quelque chose qu'il faut revenir et que vous devez vraiment faire attention. On est souvent à contre-courant au niveau de ces investissements. Et je pense qu'avec la conjoncture qu'on connaît aujourd'hui, on ne peut pas, je pense aujourd'hui, être dans une mauvaise phase si on décide de commencer un investissement. On le marque en grand, un maximum financial opportunity. Il faut aujourd'hui que l'inflation que nous connaissons, il faut prendre des risques qui doivent être calculés et je vous montrerai certaines techniques par la suite, notamment le drip feeding. Mais je pense que ça aujourd'hui, vous devez être conscient qu'il faut prendre du risque et ce graphique le représente très très bien. On voit qu'en moment d'euphorie, on a tous envie d'investir et souvent le train il est déjà en route et parfois il y a des opportunités qui sont déjà passées, donc voilà, quelque chose à vraiment bien tenir à l'œil avant de... Si je peux me permettre Grégory, ça veut dire que quelque part si on veut appliquer les théories que les professionnels appliquent, on ne doit pas écouter nos émotions.
puisque les émotions, en général, seront plutôt mauvaises conseillères et nous dirons de faire l'inverse de ce qu'il y a lieu de faire si on veut utiliser les marchés plutôt que les subir. Tout à fait, Gilles, c'est un sentiment qui est très humain. Hein. Aujourd'hui, quand on entend les médias, quand on entend autour de nous quelque chose qui est un peu négatif, on a peur, on se dit c'est pas vraiment le moment, ou en tout cas ça va peut-être être encore pire, or qu'il y a souvent des opportunités qui se présentent à vous et à l'investisseur, bien entendu. Donc oui. Sans être cynique, on achète au son du canon. Cynique, évidemment, aucune référence à l'actualité, mais la théorie financière et économique l'a toujours prouvé. Proverbe tout à fait exact, oui. Important aussi, le profil. Alors ici, on en voit sur l'écran, on voit 3 profils. En fonction des organismes bancaires, on peut en rajouter. Hein. On part en général, on peut même en rajouter en général 5. On va du conservateur, défensif, balance, dynamique. On peut rajouter l'agressif. Quelque chose de très très important. On parle d'inflation, il faut prendre du risque. Quand on prend du risque, forcément, on a accès à des classes de risque plus élevées, ce qui veut dire plus de volatilité au sein du portefeuille. Donc, ça demande plus de longueur sur l'investissement, bien entendu. Une des solutions que j'évoquais il y a quelques instants pour lutter avec une des techniques que moi je suis très friand, c'est le drip feeding pour positionner un portefeuille. Aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, je le répète, il faut prendre un certain risque calculé. C'est une manière ici de fractionner le portefeuille pour le mettre en place sur les marchés. Portefeuille qui peut être exposé sur un trimestre, sur un semestre, sur une année en fonction de vous, mais qui permet forcément, avec cette technique, de diminuer le cours d'achat au sein de votre police. C'est surtout intéressant dans des périodes volatiles comme on les connaît maintenant. Tout à fait. Avec la volatilité, justement, ce type de technique a tout à fait sa place dans l'investissement. Alors, je vais revenir sur les avantages de la police d'assurance. Tout d'abord, sur la fiscalité et parfois la fiscalité, la comparaison qui est faite par rapport aux produits bancaires. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien maîtrisé de la part de l'investisseur. Pour rappel, la branche 23, capital non garanti, fonds bancaires. Pour généraliser, pourquoi plutôt se tourner du côté de l'assureur plutôt que du côté banquier? Important, au moment où vous allez constituer votre police d'assurance en branche 23 par exemple, on va vous retenir une taxe de 2%. C'est vrai que cette taxe est prise à l'entrée, elle est ferme, définitive, vous êtes tranquille, je dirais, sur le plan fiscal. Si je compare maintenant avec des fonds bancaires, alors pour aussi la branche 23, on parle de police d'assurance, fonds bancaires, on parle plutôt de compte titre. Si je suis dans la partie fonds bancaire avec le compte titre, attention, pas de taxation directement à l'entrée. Attention, taxation qui se fera bien entendu à un certain moment. Alors si vous travaillez maintenant sur des fonds de capitalisation, au moment de la sortie, votre capital et intérêt au moment de la sortie se verra imputé de 1,32%. Par contre, si vous travaillez plutôt avec un compte titre avec des fonds de distribution, forcément les dividendes, eux, seront soumis à un précompte de 30% qui n'a fait qu'augmenter ces dernières années, bien entendu. Donc, quelque chose à faire attention. Ces 2% au niveau de la branche 23 sont à certains moments par certaines compagnies prises en charge durant l'année. C'est quelque chose aussi qui peut avoir un effet boostant sur vos investissements, ces 2% qui sont offerts. D'autres vous proposent de la lisser sur 5 ans, ce qui ne fait que 0,4% par an et qui est aussi un avantage à ne pas négliger. Bien sûr, les avantages ils sont multiples au niveau des contrats d'assurance. Tout d'abord, à quoi peuvent-ils servir? À un projet futur, pour votre pension. On peut y mettre aussi des retraits, des rentes. Les rentes peuvent être fixées dès le départ. Elles peuvent être oui, bien entendu, on peut faire un avenant au contrat et faire démarrer une rente dans un an, par exemple. On peut faire des versements à tout moment dans sa police. Ne l'oubliez pas. La rente ne sera pas taxée si elle vient d'un contrat branche 23. Exactement. Oui. C'est à la sortie, évidemment. Oui. Sans oublier le magnifique outil de planification successorale qu'est la police d'assurance vie. Diversification optimale. Ici, on peut aller chercher les fonds auprès des meilleures compagnies d'investissement. Alors, on est un courtier indépendant, ce qui veut dire qu'on peut se tourner vers toutes les maisons d'investissement. Bien souvent, quand on se retourne vers un organisme bancaire, on est sollicité avec les fonds de maison. Ici, on travaille de manière
tout à fait général et on peut aller chercher les meilleurs fonds pour vous. On peut aussi, si vous le souhaitez, avoir accès à des gestionnaires de fonds appelés asset managers. J'y reviendrai par la suite, qu'on peut mettre à disposition dans les polices d'assurance vie. Important aussi, certaines options peuvent être mises sur votre contrat, sur vos polices d'assurance vie, notamment des stop-loss. Au cas où la police vient maintenant à reculer de manière un peu trop importante, on peut bloquer ça. On peut mettre des save gains aussi. On peut mettre aussi des réinvestissements automatiques. Si le stop-loss se déclenche, on peut remettre des réinvestissements automatiques après une certaine période. Et quelque chose de très important, peut-être qu'on n'évoque pas assez avec vous, c'est la possibilité de couverture d'essai. Quelque chose de très importante. Je passe beaucoup de temps avec les clients à ce niveau-là. Il y a la possibilité de couvrir la police d'assurance vie. Je vais plutôt prendre un exemple ici pour l'évoquer. Je décide aujourd'hui de mettre en place une police d'assurance vie d'1 million. Et il s'avère que je l'ai fait au mois de décembre. Les marchés reculent avec la conjoncture que nous connaissons aujourd'hui. Le portefeuille est à 900 000 euros. Un delta négatif de 100 000 euros sur la police. Et je viens décéder. Je peux couvrir ce delta en faveur de ma succession. Le montant qui sera déposé initialement sera couvert. Ça veut dire que la succession touchera réellement 1 million. Donc c'est un point très très important. Maintenant, on le rappelle, on est courtier indépendant. Alors, chose très très importante dans la mise en place de la police assurance vie, tout d'abord, c'est de bien se structurer. Dans quelle phase de vie je me trouve? Est-ce que je me trouve maintenant dans une phase de constitution, dans une phase de transmission, dans une phase de consommation? Faut-il une rente? Quels sont mes besoins? Quel est l'objectif final de ma police d'assurance vie? C'est quelque chose qui est très important pour la mise en place de votre police d'assurance vie. Après ça, forcément, c'est de se dire, est-ce que je vais plutôt me diriger vers des fonds, vers des stratèges? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais plutôt avoir une police d'assurance vie en architecture ouverte, avec différents fonds que je vais venir y loger? Ou au contraire, est-ce que je vais me tourner vers des stratèges spécialisés qui vont peut-être créer un dynamisme plus quotidien au sein de ma police d'assurance vie? Bien entendu, j'insiste, en fonction de votre profil, ça demande forcément un suivi régulier. Une police que nous mettons en application aujourd'hui demande d'être revue. Un suivi très, très important au niveau investissement. Alors, notre indépendance, si je peux dire, est importante aussi, puisque tout le monde a intérêt, le client, le courtier que nous sommes, à ce que les actifs bénéficient des meilleures plus-values potentielles. Donc, notre indépendance est importante aussi. L'indépendance est primordiale. Ce ne sont pas les gestionnaires qui nous rémunèrent, ce sont les compagnies d'assurance. Bien entendu, et cette indépendance fait qu'aujourd'hui, on peut aller rechercher des fonds ou des asset managers, des stratèges au sein de vos polices qui peuvent être spécialisés au niveau de leurs compétences. Certains sont beaucoup plus spécialisés au niveau des nouvelles technologies, d'autres au niveau des actions grosses, d'autres au niveau des actions value. On peut vraiment faire sur mesure une police, mais il faut la faire vivre et le suivi est très très important. Sans oublier que WeLink, on en est très très fiers, met l'accent énormément, et ceux qui me connaissent, c'est quelque chose que moi je trouve de primordial au niveau de l'investissement. On parle souvent de greenwashing, on parle de sustainable. Aujourd'hui, il faut encore aller plus loin que ça, il faut créer de l'impact. On parle beaucoup de rendement, on parle beaucoup financier, il faut des chiffres, mais n'oubliez pas, créer de l'impact au sein de vos polices d'assurance, c'est extraordinaire aussi. On travaille avec beaucoup de maisons, mais si vous voyez Fund for Good qui nous a délivré un award pour 2021, ce sont des gens extraordinaires qui créent de l'impact dans notre pays, que ce soit sur Bruxelles, Gand, Anvers, le Luxembourg, la France. Ils créent de l'impact social et sociétal au sein de notre pays, et c'est des choses qu'il ne faut pas négliger et on doit en parler avec vous. Voilà. Je vais laisser la place maintenant à Cédric. Il nous reste le passif. Exactement. Alors, oui, il reste peut-être le passif, mais moi, je ne suis pas très malin, je suis plutôt débrouillard. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'Assemblée qui sont dans le même cas, donc je pense qu'il est toujours bon de se rappeler aussi un petit peu les éléments. Donc, si j'ai bien compris, inflation, perte de valeur, gros truc important. Si j'ai bien compris, je résume plus ou moins ce que nous a dit Fabrizio, c'est il faut prévoir l'horizon par rapport à sa stratégie, par rapport à l'horizon de temps qu'on a devant nous. Si je comprends bien, c'est le moment d'investir parce qu'il faut épargner, c'est le moment où on peut se permettre d'être plus agressif. Si on a un horizon de temps plus long terme, on peut être encore plus dynamique dans sa réflexion. Ok, tout ça, ça fait de l'épargne, ça fait de l'épargne. Moi, j'ai pas de sous. Donc moi, je vais essayer de faire épargner les autres à ma place. Ça va être un petit peu ma stratégie parce que voilà, je consomme tout ce que j'ai. Donc voilà, c'est un petit peu le problème. Et donc effectivement, comme l'a dit Fabrizio là tantôt,
le crédit est une solution qui existe aujourd'hui également pour pouvoir lutter contre l'inflation. Quand on parle crédit, on se dit aussi d'abord le crédit sur mon habitation personnelle. Qu'est-ce qui va en être demain si on a une évolution des taux ou une flambée des taux? J'ai essayé de reprendre un petit graphique pour vous montrer l'évolution que ça peut représenter. Là, on reprend un historique de 9 ans. Et en fait, il y a un impact qui va être différent pour les gens qui ont déjà un crédit en cours. C'est la partie qui se retrouve à gauche du slide, où on retrouve les indices qui servent à étudier les variabilités de taux. Donc, les gens qui ont des taux variables vont voir leur taux évoluer. Vous voyez que si on est sur des indices courts ou long terme, le dessus, c'est pour les révisions annuelles. Le dessous, c'est pour les révisions quinquennales ou décennales. Vous voyez que la tendance est plus ou moins, relativement différente, puisqu'on n'a pas la même corrélation, mais on va se retrouver dans tous les cas de figure plus ou moins sur des taux équivalents à ceux de 2017. Donc rien, il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas s'affoler. Et à droite, vous voyez de nouveau, pas de raison de s'affoler, c'est l'impact qu'il y a sur les zolos. Et là, c'est l'impact qu'il y a sur les taux affiches aujourd'hui des prestataires, donc des fournisseurs de crédit qui vont impacter. Vous voyez que donc on a un petit pic, mais de nouveau, ce petit pic n'a rien de très affolant par rapport à ce qu'on a connu même avant la crise de 2020. Donc 2019, on se retrouve sur des taux plus ou moins similaires. Ne nous affolons pas. Pour les personnes plus âgées, si je peux me permettre, qui sont probablement dans l'Assemblée, ils ont connu, comme l'a dit aussi Gilles en début d'exposé, des taux d'inflation bien supérieurs et des taux d'intérêt au niveau du crédit hypothécaire bien supérieurs. Moi-même, je me rappelle encore même avoir connu les taux à 6%. Donc voilà, c'était… Pourtant, je suis le plus jeune. Donc voilà, donc les taux à 6%, on est aujourd'hui sur des taux entre 1 et 2, rien d'affolant. Petite précision et de nouveau, pas s'affoler. Une évolution du taux d'intérêt de 25 centimes aujourd'hui. Sur une enveloppe d'un crédit de 100 000 euros, ça fait une évolution de plus ou moins 10-12 euros par mois. Prenez un crédit moyen aux alentours de 250 000 euros. Sur 25 ans, ça va faire passer votre mensualité éventuellement de 1057 à 1087 euros. On parle de 30 euros de delta. Je pense que ce n'est pas ça qui va faire la différence dans un projet immobilier. Donc voilà, je voulais juste rassurer les gens par rapport à cet impact de l'inflation sur les taux d'intérêt et l'impact des taux d'intérêt sur les mensualités de crédit. Après, on va essayer de rebondir sur les éléments qui ont été donnés par mes confrères, par Gilles, par Greg, par Fabrizio. Et j'ai repris ici une petite évolution. On va recommencer simplement au salaire. Le salaire, c'est la courbe verte. Et vous imaginez que vous commencez en 2022 avec votre salaire de 2 500 euros. Suite à cette inflation, comptons 4%, c'est ce que j'ai repris ici dans le graphe, on se retrouve en 2029 avec un salaire de l'ordre de plus ou moins juste en dessous de la barrière des 3 300 euros. Ça fait une belle évolution. Et si vous êtes locataire ou que vous avez des locataires qui vous payent un loyer, vous voyez par contre l'évolution de leur loyer ou du loyer que vous payez, c'est les petites barrettes bleues. Vous commencez avec un loyer de 800 euros, c'est plus ou moins un petit peu, je vais dire, la tape de l'endettement, 32% des revenus. Et vous montez, avec le temps, ce loyer va progresser et va atteindre les 1 000 euros. Quel est le delta que vous allez gagner? Rien. Ça n'a pas évolué. Votre endettement reste le même. Vous êtes toujours à 32%. Par contre, et je rebondis sur ce que tu disais là tantôt, justement, de s'endetter, Gilles, c'est l'élément où vous voyez les petites barrettes jaunes. Et là, vous avez souscrit un crédit hypothécaire. Voilà. Et là, c'est flat parce que vous avez choisi un taux fixe qui soit plus ou moins cher par rapport à la semaine dernière ou par rapport à la semaine prochaine, n'importe peu. Vous l'avez fixé et vous le gardez pendant la durée de votre crédit. Et là, votre mensualité ne bouge plus. Et donc là, vous allez gagner tous les jours. En plus de ça, vous allez épargner puisque dans votre mensualité de 800 euros, vous allez rembourser du capital. Et donc, vous allez vous enrichir tous les jours grâce au crédit hypothécaire. Et donc, j'ai tendance à dire aujourd'hui, utilisez le temps, profitez-en, utilisez les taux d'intérêt des institutions financières, justement, pour vous enrichir et prendre le temps et payer, comme tu me le rappelais encore très bien la fois dernière, en monnaie de singe votre habitation, votre bien immobilier. Profitez-en, c'est ce qu'il faut faire. Cédric, si je peux me permettre, tu disais que si on n'a pas d'argent, on peut avoir un recours au crédit. Mais même si on a de l'argent, on peut avoir recours au crédit. Oui, tout à fait. Parce que là, on va jouer sur l'impact dont Grégory nous parlait, de dire plaçons notre argent à des taux long terme plus intéressants avec des plus-values, branche 23, etc., tout en bloquant un endettement passif où les mensualités vont rester basses et ne seront pas impactées par l'inflation. Tout à fait. Donc effectivement, c'est valable dans les deux cas. C'est ça qu'on va démontrer juste là maintenant. Donc effectivement, moi j'ai dit, j'utilise le crédit pour pouvoir faire l'épargne à ma place, mais on peut cumuler tous ces éléments ensemble justement, que ce soit donc le crédit, l'investissement, pour pouvoir aller chercher ce fameux patrimoine qui est quand même relativement important, qu'il faut se constituer sur un horizon de temps. Donc de nouveau, comme l'a très bien rappelé Fabrizio, commencer le plus jeune possible pour pouvoir faire cette épargne.
Vous avez vu, hein, sur le taux d'intérêt que vous allez avoir sur votre capitalisation, ben, il faut quand même un certain temps, un horizon de temps de 15-20 ans pour parvenir à le doubler, voire le tripler selon le rendement que vous allez avoir, mais il faut quand même du temps. Eh bien, ici, on a pris un exemple où on va un petit peu mixer tous les éléments. Le premier que j'ai pris, alors le schéma de base est repris en haut à gauche, donc c'est on fait un achat, 200 000 euros, ou en tout cas un crédit de 200 000 euros pour un achat, disons de 300 000. Vous faites votre crédit sur 25 ans, du 2%, ça vous fait 850 euros de mensualité. Très bien. Moi, je vous offre une autre solution. Donc déjà, celle-là, elle est sympa. Si vous avez un locataire qui vous paye 850 euros, vous gagnez déjà de l'argent tous les jours. Et moi, je vous propose une solution de crédit complémentaire où vous allez payer uniquement une charge d'intérêt pendant toute la durée de votre crédit, 330 euros, 25 ans pour les 200 000. Et à côté de ça, l'épargne que vous allez faire entre la mensualité en crédit classique et le crédit à terme fixe, ces 500 euros, vous allez les mettre de côté. Et vous voyez, en dessous, vous avez le rendement. Et en fonction du rendement que vous allez avoir, et donc l'horizon de temps que vous avez, il vous suffit d'avoir un rendement de 2,60% pour, en 25 ans, rembourser votre dette de 200 000 euros. Si vous avez un rendement de 5%, il vous suffit de 20 ans pour y arriver. Et donc là, on rebondit sur cet aspect, j'ai envie de dire, que présentait Greg là tout de suite. C'est aujourd'hui qu'il faut investir et qu'il faut faire son épargne. Allez-y, vous avez un horizon de temps qui est relativement long, vous allez avoir un bon rendement et un bon intérêt sur votre épargne. Et on peut y aller ensuite, même en se disant, au lieu de faire, je fais toujours mon achat de 300 000 euros, mais au lieu d'investir 100 000 euros de cash, j'en investis que 50 dans l'opération et j'emprunte 250 et je garde 50 000 euros dans ma poche que je vais également investir. Vous allez encore décupler un petit peu plus l'élément puisque vous avez plus de fonds qui, dès aujourd'hui, vont commencer à générer de l'intérêt. Et vous voyez que donc sur 25 ans, il ne faut déjà plus qu'un rendement de 2,40 et que si vous avez à 5% de rendement, il ne vous faut plus que 18 ans pour y arriver. C'est tout l'effet de levier que vous allez trouver sur ces solutions-là. Et donc, je pense qu'il faut parvenir à mixer le tout. Il ne faut pas choisir que l'une, que l'autre. Il faut parvenir à mixer sur les différentes solutions selon, évidemment, l'enveloppe que vous avez devant vous. Si vous êtes multipropriétaire, vous avez 2-3 biens, mais peut-être que pour chaque bien, vous ferez une solution différente. Pour votre habitation personnelle, vous aurez peut-être misé sur un crédit tout à fait classique en mensualité constante. Un cas, on va prendre un autre cas concret et simple pour donner un petit peu l'exemple de ce que ça représente, puisque de nouveau, il faut avoir mis de l'argent de côté. Tout le monde n'a pas toujours le bas de laine suffisant que pour pouvoir acheter. Et c'est un exemple que je reprends assez souvent quand il faut expliquer à un dirigeant d'entreprise ou un cadre supérieur d'une société, ou même quelqu'un qui a déjà un petit matelas. C'est que ce matelas que vous avez aujourd'hui peut vraiment vous permettre de constituer cette épargne future ou une bonne partie. Je prends un exemple simple, quelqu'un qui fait un médecin, qui fait un plan INAMI, donc qui est cotisé par l'INAMI, c'est même pas de sa poche proprement dit, hein, il a juste respecté la convention que pour pouvoir en profiter. Je suis parti sur une vieille prime, hein, 4 000 euros, on est un petit peu au-delà aujourd'hui selon la spécialité du corps médical. On prend une prime qui est indexée à 3% par an, il fait un rendement de 2,5%, on est sur de la branche 21, on pourrait partir sur d'autres produits avec d'autres rendements, mais soyons sur quelque chose de très raisonnable. Il commence à 25 ans, encore à la fin de ses années de spécialisation, et il fait une fin de carrière à 67 ans. Imaginons quelqu'un qui a 42 ans à la date d'aujourd'hui, qui a commencé ça donc à 25, ça lui représente déjà un petit 100 000 euros de réserve. L'air de rien, ça chiffre vite. Et ces 100 000 euros, il va déjà pouvoir les utiliser pour pouvoir faire une acquisition immobilière de 500 000 euros. Comment ça? Ben oui, parce qu'en fait, Pardon? Ben, presque, je pourrais presque dire ça, mais non, en fait, vous allez pouvoir souscrire un crédit de 500 000 euros parce qu'en fait, ces 100 000 euros que vous avez aujourd'hui vont continuer à croître parce que vous allez continuer à cotiser dedans, ils vont continuer à générer du rendement et ça va représenter un capital de l'ordre de 500 000 divisé par 0,95, puisque les 500 000, ça représente 95% de la réserve qui a été acquise, puisqu'on tient toujours compte d'une petite taxation à terme. Et ce bien à 67 ans que vous allez avoir vaudra 837. Vous rembourserez votre dette avec votre plan de pension, qui ne valait que 100 000 euros le jour où vous avez acheté votre bien. Vous avez acheté un bien de 500 000 et votre bien en vaut 837 à l'échéance finale. Vous avez économisé, en plus de votre plan de pension, vous l'avez dopé, vous en avez gagné 320 de plus. Tout ça pour quelle somme? 760 euros par mois. C'est le taux de 1,80 pour un crédit de 500 000 euros à la date d'aujourd'hui. Vous avez un profil avec un taux d'endettement raisonnable, une quotité
correctes, puisqu'on est dans une quotité à 80%, ce qu'on appelle dans notre jargon. C'est des conditions tout à fait accessibles sur le marché à la date d'aujourd'hui, 760. Vous avez mis ce bien en location, 500 000, on peut certainement avoir un rendement, à mon avis, aux alentours de 1 500 ou 1 600 €. Donc, votre risque que vous allez prendre dans cet élément-là, il est quasiment nul. À part un locataire qui ne paye pas pendant une très, très longue durée, il faut quand même s'il paye qu'un mois sur 2, vous savez encore l'assumer. Et vous avez juste utilisé un plan d'épargne qui est cotisé par quelqu'un d'autre, votre entreprise, le gouvernement ou le secteur médical ou votre employeur pour pouvoir y arriver. Ça, c'est une première solution. On est bien ici dans un crédit terme fixe, hein, donc les 760 €, c'est uniquement la charge d'intérêt, bien sûr. Hein, donc, n'oublions pas, c'est pas un crédit classique. C'est pour ça que D'où l'intérêt de cette formule de crédit. Tout à fait. C'est pour ça que je précisais qu'à la fin, vous avez soit vous vendez le bien, vous récupérez votre plan de pension plus la plus-value, ou alors vous utilisez votre plan de pension pour rembourser la dette que vous avez souscrite. Mais c'est tout l'avantage justement du crédit terme fixe où vous allez justement ne pas indexer votre dette et la rembourser avec de l'argent en monnaie de singe. Tout à fait. Voilà. Alors, pour d'autres cas, on présente aussi l'élément, est-ce qu'il est plus judicieux, parce que c'est une question qui nous revient régulièrement, est-ce qu'il est plus judicieux de payer cash? Parce que voilà, j'ai compris, je fais de l'immobilier, j'ai du cash. Est-ce que je dois l'investir à 100% dans l'immobilier ou est-ce que je dois faire du crédit pour investir dans cet immobilier? Moi, je dis faites les deux. Voilà, faites les deux. Prenons un cas simple, vous achetez cash votre bien. On est de nouveau sur le même exemple, 200 000 € hors frais, 250 000 € de tout frais compris. On est plutôt sur de la construction neuve. Hein, dans ce cas-là, comme ça, on prend en compte la TVA, chiffre simple. 250 000 €, pas de mensualité à payer puisque pas de crédit, vous l'avez payé cash. Vous avez un revenu locatif de l'ordre de 650 € qui est déjà un revenu locatif pondéré. Si vous l'indexez à 2,5%, vous avez un total de 140 000 € de revenus locatifs que vous allez avoir sur la durée et pas 280, j'ai fait une petite faute de frappe. Et vous avez une plus-value immobilière qui sera de 311 000 €. Enfin non, le bien va valoir 311 000 € au bout de 15 ans en tenant compte d'une plus-value de 3% par an sur le prix hors TVA. Ce qui veut dire qu'au total, vous allez gagner, si vous revendez votre bien au bout de 15 ans, vous allez toucher 311 000 €, plus les 140 000 € de vos revenus locatifs. Donc là, il y a une petite faute de frappe. Donc, on sera donc grosso modo 140 plus les 311, on sera grosso modo à 450 000 € de plus-value, enfin de monnaie nette à ce moment-là. Comment vous avez transformé vos 250 000 € et vous avez contré l'inflation et donc vous êtes passé de 250 à 450, vous en avez gagné 200 au passage. Donc ça, c'est une manière de lutter. Mais si vous partez sur l'idée de faire deux biens, vous achetez deux biens, donc vous achetez pour 500 000 €, vous payez toujours 250 000 € en cash et vous souscrivez un crédit de 250 000 €. Vous n'avez pas envie de vous serrer la ceinture, vous prenez un crédit à terme fixe, comme on l'a présenté juste avant. Sur 15 ans, ça va vous coûter 75 000 € à la grosse louche, 415 € par mois, toujours sur les mêmes chiffres qu'on a vu là tantôt. Vous avez toujours votre revenu locatif, mais vous n'en avez plus un, vous en avez deux. Donc, vous allez maintenant avoir les 280 000 € au total de revenus qui vont être générés. Votre bien, c'est plus 311, c'est 622 qui va pouvoir valoir. Mais effectivement, au terme des 15 ans, qu'est-ce qu'il va falloir se passer? Il va falloir vendre les biens. Là, il faut rembourser 250 000 € de dette. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On revend et on rembourse. Des 622, il nous reste 372, clairement. Et puis, il nous reste le gain global qu'on va calculer. Eh bien, tout simplement, les 280 plus les 372 moins les 75. Et là, je vous fais laisser faire le calcul mentalement comme des grands parce que je ne le connais pas par cœur. Mais grosso modo, vous allez gagner 20% de plus que sur votre projet où vous n'en avez acheté qu'un seul. Et vous allez passer, voilà, vous passez à 600 000 € plus ou moins de plus-value. Alors que de l'autre côté, vous étiez à 450, vous avez gagné 150 000 € en plus en n'ayant rien fait. Vous avez toujours acheté juste de l'immobilier et vous avez juste souscrit un crédit complémentaire. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de continuer également à diversifier au maximum, garder du cash pour profiter de la vie, épargner, investir, faire de l'immobilier. Voilà comment on peut un petit peu combiner l'ensemble des choses. Et j'espère avoir suscité quelques intérêts chez les gens à ce niveau-là et leur avoir fait comprendre que, en plus, c'est le locataire qui paye. Donc, crédit terme fixe, très intéressant en période d'inflation élevée. Monnaie de singe, hein, on l'a dit. Toutes les banques ne le font pas, soyons clairs. Hein, donc, il y a des conditions à respecter, etc. Mais de nouveau, nous avons une casquette de courtier indépendant, donc nous avons des solutions.
Et donc, c'est par rapport à cette question de l'inflation, qui est le thème de la soirée, ça nous montre bien l'intérêt d'essayer de privilégier ce type de crédit. Alors, évidemment, à ne pas traduire par le fait de dire qu'on ne rembourse jamais de capital, mais simplement avoir une flexibilité beaucoup plus opportune par rapport aux conditions des marchés actuels pour tirer les marrons du feu. C'est un peu ça l'idée. Aujourd'hui, voilà. Profiter du son du canon pour aller chercher un rendement plus important sur les marchés immobiliers que celui que va nous coûter l'argent. Et des taux bas. Voilà. Voilà. Ça reste pratiquement inconnu, en tout cas depuis que je travaille, dans une situation où on a négatif. Tout à fait. Parce que, voilà, sans intégrer encore la fiscalité sur l'immobilier, que je ne détaillerai pas ici, pardon, mais il y a aussi un effet fiscal qui peut jouer favorablement pour l'emprunteur. Ça, c'est encore en plus. Qui vient en plus. Et voilà, on a des circonstances financières vraiment particulières qui incitent à faire cela. Donc, tu disais, Gilles, il faut avoir la capacité de rembourser et travailler de cette façon-là permet d'être flexible. Effet de levier. De faire un effet de levier, de garder du cash et d'avoir une optimisation fiscale aussi. Donc, c'est pour nous, en tout cas, à utiliser. Voilà. Dans quelle proportion, je l'ai expliqué au début de l'exposé, ça dépend un peu de chacun. Il faut pouvoir faire son bilan patrimonial et voir dans quelle mesure on utilise quel outil en fonction des horizons de temps. Mais voilà, c'est certainement des pistes de solutions, en tout cas. Sans oublier que voilà, nous pouvons aussi intervenir dans ces réflexions en intégrant l'aspect transmission. Voilà, l'immobilier, c'est quand même un point que parfois on souhaite transmettre aussi, ou les actifs financiers dont Grégory nous a parlé. Voilà, c'est parfois aussi des points qui sont intégrés dans les réflexions parce que si on ne le fait pas, on a quand même éventuellement un impact fiscal important et on essaie de l'éviter, évidemment. Voilà. Mais donc, toute crise, finalement, recèle des opportunités. Hein. Nous avons évidemment, dans des périodes tendues comme aujourd'hui, tendance à voir la bouteille ou le verre à moitié vide. Hein. Mais on peut aussi, sans être cynique de nouveau, voir ces opportunités et les saisir. C'est un peu l'objet aussi de cette soirée. Hein. Alors, nous avions dit que nous allions essayer de résumer un peu les questions qui nous ont été posées. Chère Samantha, alors, première question. Est-il judicieux de le revoir maintenant? J'ai déjà un investissement, est-il judicieux de le revoir maintenant? C'est vrai que l'idée, c'est de dire que bon, les portefeuilles et les marchés ont diminué depuis le début de l'année. Si vous êtes dans un portefeuille balancé, vous avez perdu dans un portefeuille bien géré, on va dire 5%. Si vous êtes dans un profil d'action, vous aurez perdu, Grégory, entre 10 et 15%, on va dire, par là. Hein. Même les bons gestionnaires ont aussi perdu dans leur valorisation. C'est logique, c'est le marché et l'incertitude qui règne avec l'Ukraine qui forcément n'arrange rien. Mais les marchés ont déjà un peu anticipé ça. Donc quelque part, l'approche que Grégory mène, que nous menons aussi, ceux qui proposent des investissements à leurs clients, est d'analyser vos placements. Vous avez une partie obligataire, est-il intéressant de la garder aujourd'hui? Si on a des taux qui remontent un petit peu, pas trop durablement, est-ce que tout ce qui est obligataire est à prôner? Peut-être pas. Les économistes vont nous dire c'est le moment de plutôt aller vers les actions. Hein. Je paraphrase un de nos partenaires parce que je lui posais la question ce matin, je l'ai appelé au téléphone ce matin. Il s'agit d'Étienne de Calataille en l'occurrence, qui est un de nos partenaires réguliers. Je lui disais, quelle est ton attitude aujourd'hui quand un client a des liquidités à investir? Eh bien, sa réponse a été, je le paraphrase, il a dit on ne peut pas faire de mauvaises opérations en rentrant sur les marchés aujourd'hui. Il ne nous dit pas qu'on est au plus bas, on n'est peut-être pas au plus bas, mais on ne fera pas de mauvaises opérations. Donc, revoir un portefeuille pour peut-être changer l'allocation, pour peut-être aller vers des valeurs plus diversifiées ou des bons élèves plutôt que des peut-être moins bons élèves. Hein. Quelle est la qualité des investissements actuels? Ce sont des choses qu'il faut faire régulièrement et probablement encore plus pour le moment. Tu es d'accord, Grégory? Oui, revoir un portefeuille, pour répondre de manière simpliste, un portefeuille, ça doit vivre. Ça doit être revu régulièrement. Il faut de l'échange en fonction de la conjoncture, en fonction des attentes, des objectifs que vous souhaitez pour vos investissements. Il ne faut pas attendre qu'on connaisse une conjoncture comme aujourd'hui pour revoir un portefeuille. Un portefeuille, ça doit vivre. On doit en discuter. Il y a un autre élément qui peut être aussi intéressant. On a vu tout à l'heure, qui dit portefeuille bancaire dit fiscalité à la sortie. Quand on est dans un marché qui a perdu 10-15% ou peut-être un peu moins, faire un exit fiscal est peut-être pas plus mal de le faire au plus bas que d'attendre le plus haut. Donc il y a de nouveau une opportunité fiscale éventuellement si un switch
peut être intéressant entre du bancaire vers de l'assurantiel. Mais bon. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Bon, maintenant, il faut savoir qu'à la sortie, on va subir du 1,32, mais vaut-il peut-être parfois mieux subir cette sortie qui est en capitalisation à 1,32 quand le portefeuille est bas pour refaire des changements. Mais c'est une opportunité à faire, tout à fait. Là, tu as raison. OK. Cher Samantha, d'autres questions peut-être? Oui, la question, est-ce qu'il vaut mieux investir ou acheter de l'immobilier de rapport? Voilà, bah, ça c'est, on a répondu, je pense déjà. Évidemment. Et il faut même aller plus loin. Acheter de l'immobilier de rapport, c'est bien, mais en ayant recours au crédit. N'utilisez pas vos liquidités. Cédric, je pense, nous a de manière tout à fait éloquente montré l'intérêt d'utiliser ces effets de levier sans beaucoup de risques, pour autant qu'on respecte ces fameuses règles du jeu. Donc, je dirais qu'il faut faire les deux. Hein. Et alors, y a-t-il encore d'autres comment prendre rendez-vous avec nous? Écoutez, nous avons des charmantes collègues du Contact Center qui vont prendre contact avec vous. Si vous désirez un rendez-vous, si vous désirez des informations, vous recevrez le lien de la présentation d'aujourd'hui. Vous pouvez la revoir à votre aise si vous désirez réentendre ce que nous vous avons dit aujourd'hui. Donc, je pense que là, le contact sera relativement simple. Puis beaucoup d'entre vous sont déjà clients chez nous et ont déjà des chargés de relations qu'ils connaissent et qui pourront évidemment s'occuper de toute question ou optimisation à faire. Donc, je pense, messieurs, que nous sommes au bout de cette soirée. Est-ce que nous avons respecté l'horaire? Un petit peu, pas mal. On a à peine dépassé l'heure que nous vous avions promise. Nous voulons évidemment tous, au nom de Vueling, vous remercier pour votre présence, votre participation, même s'il est évidemment un peu frustrant de ne pas vous voir, mais on sait que vous êtes là. Merci pour votre fidélité. Nous sommes à votre disposition et soyons courageux et une pensée pour ce qui se passe pas très loin de chez nous en Ukraine, mais ne voyons pas que la bouteille à moitié vide, elle peut être vue comme étant aussi à moitié pleine. Merci mesdames, merci messieurs, nous vous souhaitons une bonne soirée et à très vite. Au revoir. Bonne soirée.